Et du coup maintenant je suis beaucoup plus à propos des petits créateurs qui sont pas encore trop installés, qui sont pas bousillés de l'industrie de YouTube et tout. Genre Nizos, j'aime beaucoup. Je lui ai volé la forme des vidéos par exemple. Et ça sera peut-être l'intro du best-of si jamais y en a un. Merci Nizos, elles sont super tes intros. J'ai tout volé. Alors que Nizos, bon merci l'ancien pour les travaux, mais moi je lâche le train. Après moi je parle de Nizos que sur YouTube, hein, parce que l'ambiance aigrie, elle passe beaucoup sur YouTube. Mais sur Twitch, c'est assez anxiogène je trouve. Je m'amuse pas trop quand je vais là-bas. Je parle spécifiquement de Nizos YouTube. Allez. Salut! J'ai tout changé! J'ai changé tous mes meubles encore. Ça va ou quoi là? Ça fait 2 semaines j'ai pas stream. On est où? J'étais aux oubliettes? Va falloir qu'on parle. Il y a quelques jours, j'ai papoté avec Sekai. Je lui ai dit j'ai plus trop la fibre du stream genre. Et il m'a dit au lieu de te forcer à stream, de faire des streams musique, des streams jeux et tout, tu peux juste faire des streams sur un nouveau sujet que t'aimes bien, qui est le Cinoche. Et je lui ai dit ah oui, c'est vrai que j'avais eu l'idée dans la journée et j'avais oublié complètement. Est-ce qu'on ferait pas un petit rendez-vous mensuel où on parle de tous les films que j'ai vus pendant ce mois, où je dis mon ressenti et tout, ce que j'en pense, comment je les interprète. Après, on peut faire un petit top et flop du mois, par exemple. Et je me suis dit, du coup, faudrait peut-être faire un petit overlay. L'overlay, c'est juste des images qui défilent. Hein. Vous attendez pas grand-chose. On a simplement un petit overlay pour montrer les films dont on parle. Si je fais ces streams là aussi, c'est pour potentiellement en tirer des best-of. Comme ça, ma chaîne YouTube, elle prend un petit tournant ciné et ça peut être cool comme il y en a pas du tout dedans. Petit disclaimer en premier, je me considère pas cinéphile, j'ai pas d'expérience, j'ai aucune analyse de dingue. Mon avis de merguez un peu, à ne pas prendre au premier degré parce que si, à prendre au premier degré mais à la légère quoi. Le reste du temps, tu gardes les streams comme avant, comme t'as dit que t'allais faire ça une fois par mois. Pour tout ce qui est musique, en ce moment, je suis plus trop à propos de découvrir des albums. Et en fait, genre, si je les découvre hors stream, je les écoute plus honnêtement, on va dire. Faut que je surréagisse un tout petit peu au moins pour pas que mon stream soit chiant et juste que ça soit moi qui écoute un truc silencieusement. Et stream Switch, pour l'instant, je pense pas qu'il y en aura tout de suite. Parce qu'en plus, on a fait tout Mario Odyssey avant de la pause, genre. Mais j'ai quand même des petits jeux que je dois faire. Firewatch, Viewfinder, et j'ai d'autres jeux aussi à faire, mais je vais pas me forcer en vrai. Mais voilà, en gros, je me force plus sur les jeux, je me force plus sur la musique, et stream Cinoche tous les mois au moins. Et du coup, tu sais ce qui t'a saoulé de stream? J'ai ouvert les yeux ces dernières semaines, moi, sur tout ce qui est YouTube, Twitch et tout. Tout ce que j'aimais bien quand j'étais petit sur la plateforme, genre tout ce qui est spontanéité, juste plaisir de faire des vidéos et tout. Je sens que ça s'est beaucoup perdu en fait aujourd'hui. Le fait que ça se soit professionnalisé, qu'il y ait des concepts surproduits et tout ça, ça me plaît pas du tout. Et du coup voilà, ça me dégoûte de ce milieu-là un peu. Pour citer des noms qui me dégoûtent, Squeezie, Jilcy, Maxime Biaggi, Joyka, tout ça, tous les gros youtubeurs que je suivais avant et que j'aimais beaucoup. Maintenant tout le monde me dégoûte. Léopold aussi je l'aime beaucoup. Les petits formats sur Insta ou même les vidéos sur YouTube, trop bien. Lise aussi, qui est vraiment dans son coin un peu, dans sa niche, qui se lie avec personne et qui est juste qui fait son ascension comme ça, ça me fait beaucoup plaisir de voir ce type à chaque fois. Des petits créateurs qui sont pas trop connus, qui ont juste leurs petites pattes et tout, c'est trop cool. Tu kiffes Antoine Daniel, tu m'avais dit, tu l'as oublié. Oui, j'adore les What the Cut. Sur le Japon, trop kawaii et... Qu'est-ce que je raconte? Bon, fin de la blague, j'ai bégayé de con, c'est une catastrophe. Kawaii. Oui, lui aussi, je le déteste. Théodore, maintenant, il m'emmerde. Il me dégoûte, ce type. J'aimais trop ce type avant, et il est rentré... Il a fait un petit tour à Tel Aviv, il a rencontré Squeezie, et il se dit, bah, trop bien, quoi, je vais devenir un youtubeur de merde. Alors que Mastu, Unk Still Got It. Ouais, c'est peut-être un des seuls gros youtubeurs que je peux encore tolérer. Il peut faire des gros concepts et tout, mais il fait quand même avec ses potes, il fait avec Zafil, Actuan, tout ça, donc... Mais ça a l'air d'être un type un peu sincère encore. En gros, le YouTube Twitch FR me dégoûte. J'ai plus aucune ambition là-dedans parce que ça me débecte. On va te faciliter la fin de carrière sur Twitch, t'inquiète. Vous allez m'inventer des sales histoires. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bon, on va peut-être commencer à parler Cinoche, non? J'ai vu plein de films en avril. Et je vais dire ce que j'en ai pensé de chaque. J'ai noté
des petits trucs, j'ai fait un gigantesque mémo où je parle de tout. Ah super, la petite musique Mario Galaxy pour faire la transition là, avec le film de merde qui est sorti le 1er avril. Enfin bon. On va en parler quoi. Premier film. S'il faut qu'on fasse un petit récap de ce que j'attendais du film. Le tout premier teaser qu'on avait eu pendant le Nintendo Direct à l'époque là, il était trop bien parce que c'était une vraie surprise. Le trailer que j'avais fait en best-of aussi, il était excellent je trouve. Après, dans les autres trailers, il y avait quand même pas mal de spoils chiants. Exemple, Yoshi. Et après, ça, c'était compliqué à cacher aussi. Et Fox, par exemple, ça, ils auraient vraiment pu le cacher. Même les Pikmin, tous les personnages, en gros, ils ont dévoilé tous les personnages avant le film, il n'y avait plus aucune surprise. J'y suis allé avec énormément d'appréhension. J'avais énormément aimé le premier film Mario, je lui ai mis 5 étoiles sans aucun problème. Et du coup, celui-là, je m'attendais à une catastrophe. En plus, déjà, l'affiche, je ne l'aime pas du tout, celle-là. Je la trouve horrible, alors qu'il y a plein d'autres affiches qui sont vraiment très belles. Celle-là, elle est très moche, elle est jaune, orange, rose, ça se marie pas bien, le vert, il est fade. Du coup, la petite séance, elle était cool, franchement. T'es facilement pris dans le film parce que t'as plein de références, évidemment, comme d'hab. Après la séance, c'est un peu décevant quand même. C'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Et au fil des jours, j'ai traîné sur Twitter un peu, j'ai vu que des défauts, que des points négatifs à chaque fois qui m'ont fait baisser de fou mon appréciation du film. Donc en sortant du cinéma, je crois que j'avais mis 3,5 il me semble. Au final, je l'ai descendu à 3, et maintenant là il est à 2,5. Et je pense, premier degré, que je pourrais le descendre à 2. Du coup, dans mon mémo, là, j'ai une très grande partie défaut. Toute l'histoire est devinable avant le film. C'est très prévisible. Il y a énormément d'incohérences. Par exemple, les galaxies. Il y a 2 galaxies qu'on voit dans les trailers qui sont le Portail Céleste et le Royaume des Abeilles. C'est une catastrophe. L'histoire des jeux aussi, c'est pas là, genre. C'est revisité à mort et c'est très décevant. J'ai vu un autre truc aussi qui est choquant, genre comment j'y ai pas pensé avant. Dans les jeux, la principale mécanique, c'est que Mario il tournoie parce qu'il a un Luma sous sa casquette du coup. Dans le film, jamais il ne fait ça. Il utilise même pas la principale technique qu'il a dans les 2 jeux en fait. Le lore qu'ils ont instauré dans le film, il est catastrophique. La relation entre 2 personnages féminins qui est pas comme ça normalement. Il y a même pas de relation normalement dans le jeu. Le détail du storybook, de la petite librairie de l'observatoire, ça me déçoit de fou. Dans les trailers, quand on a vu la bibliothèque, je me suis dit incroyable, on va avoir une backstory de fou. Bon bah c'est décevant quoi. Le rythme aussi, je l'ai trouvé archi rapide. Là où dans le premier, il y avait quelques moments de calme quand même. Là, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ça part, ça s'arrête pas jusqu'à la fin et c'est dur à encaisser, je trouve. Les persos qu'on voyait dans les trailers, qui étaient vendus comme des personnages importants du film, on les voit très peu. La relation entre Bowser et Bowser Jr., gâchée par facilité scénaristique. Un beau truc, une belle petite relation, un beau début de retournement de situation, on va dire. Et au final, ils se disent « Ah non, c'est vrai que faut pas que ça se finisse comme ça. Hop là !» Petit dialogue de merde, et ça repart. Et il y a vraiment des séquences inutiles. Tout ce qui est Pays des Chutes et Royaume des Abeilles, ils sont complètement inutiles. Et en fait, on se demande pourquoi ils les ont mis dans le film. C'est juste pour rajouter des refs ou allonger un peu le film, je sais pas. Donc, très grande déception. Drive, premier film classique. Drive, ça fait très longtemps que je l'avais dans ma watchlist. Je m'attendais pas du tout à ce style de film, en vrai. Je m'attendais à un truc plus vers le crime-action. Et en fait, ça part un peu en romance-drame. Je suis un peu moins client de ce qui est romance, donc ça a un peu joué sur mon appréciation du film aussi. J'irai pas non plus jusqu'à dire que je me suis pris une claque, mais y a des petits moments de choc, on va dire. Par exemple, le premier braquage, la scène du motel, les scènes dans le resto aussi. Je crois qu'il y en a 1 ou 2. Voilà, du coup, quelques beaux plans, un peu une belle colorimétrie, mais globalement très sombre, donc ça me parle un peu moins. Et je viens au sujet. Y a Ryan Gosling dans le film en acteur principal, et j'aime pas cet acteur. J'aime pas cet acteur, je trouve qu'il est trop Ryan Gosling pour jouer dans des films. Il a trop la tête de Ryan Gosling pour que j'imagine que c'est un personnage. Le film dans lequel je l'ai trouvé le meilleur, ou en tout cas où j'ai le plus oublié que c'était Ryan Gosling, c'est vraiment Barbie, parce qu'il a un rôle qui existe déjà, quoi. Le rôle de Ken, c'est un personnage qui est déjà existant, et en plus qui est archi caricaturé dans le film. C'est un acteur que, tu vois, j'ai de la sympathie en plus, parce que je vois plein d'extraits d'interviews et tout, il a l'air cool, il a l'air drôle. Mais il est trop lui. Ça dépend du rôle, mais ouais, des fois, c'est dur de rentrer dans les films où il est dedans. Il y a que dans La La Land où j'ai pas cette impression. C'est le seul qui me reste à voir, donc on verra bien. Et il y a aussi la BO de Kavinsky que j'avais un peu oublié qui était dedans.
Donc j'avoue, la scène où il y a le son qui se lance, belle surprise. Drive, j'avais mis 4 je crois, et j'ai baissé à 3,5. Parce qu'avec le recul, le film me parle pas plus que ça en vrai. Il a un petit peu cette aura de classique. Mais voilà. Je suis pas trop à propos. Alors que le prochain, Love Life, excellente surprise. Je l'ai vraiment ajouté à ma watchlist peut-être une semaine avant de le regarder. Parce que je cherchais du coup des films japonais, coréens, tout ça à ajouter. Petit film qui parle de la façon de vivre un petit deuil et de l'impact que la mort peut avoir sur un foyer. Et c'est très joliment fait. C'est super simpliste, c'est super coloré sur certains plans, même si y a des plans très sombres, ça reste quand même bien coloré, c'est très beau. Bro passe à l'oral. En fait, le stream, c'est vraiment un très grand exposé. Hein. T'as vraiment un vrai lien avec les personnages. Genre, le film, en fait, tu sens qu'il est super intimiste et bien touchant. Parce que du coup, t'es souvent dans leur appart, t'as l'impression de vivre avec eux et tout, de t'impliquer dans leur vie de famille. Et genre, ouais, au début du film, t'as la présentation de toute la famille avec les grands-parents, les parents, le fils. Et voilà, après, t'as des rebondissements plus ou moins importants, dont le principal du film. C'est là que je vais commencer à montrer des screens. Ah, la cam elle est trop belle comme ça, pardon, je m'excuse, mais c'est magnifique en petit, putain. Du coup, les petits screens du film, celui-là j'aime beaucoup. Après, t'as un plan comme ça dans des restaurants avec des ballons. Ça apporte beaucoup de couleurs parce qu'en plus, du coup, dans le film, t'as une histoire d'anniversaire et donc forcément, t'as des ballons partout dans l'appart, dans les restaurants, c'est trop bien. Ce plan-là qui est exceptionnel, au moment où ça arrive, tu te prends le plan de pleine gueule, quoi. Et celui-là qui arrive vers la fin du film et qui est en gros le verso de l'affiche. Et j'aime énormément la scène aussi, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est touchant, très beau film, gros coup de cœur avec le recul, parce que sur le moment je l'avais bien aimé, je crois que je l'avais mis 3,5 il me semble, au final bah, je l'ai monté à 4, parce que je me dis putain, en tant que tel il est pas si dingue que ça, mais avec le recul vraiment je m'attache beaucoup au perso, je m'attache à tout ça quoi, et du coup à toutes ces cailles. Tu pars vraiment au moment où on parle du tombeau des Lucioles quoi. J'ai découvert ce film avec beaucoup de retard. Exceptionnel en vrai. Là j'ai compris et je me suis pris pleine gueule. Je me suis dit ouais ok je capte. Là c'est du classique. J'y suis allé avec beaucoup d'appréhension quand même. C'était peut-être le film que j'avais depuis le plus longtemps dans ma watchlist en vrai. C'est un des films que j'ai depuis des années et que je repousse à chaque fois parce que je sais que je suis pas trop fan de Ghibli. Et voilà, ces derniers temps je m'en suis fait quelques-uns quand même. Il y a eu le Château ambulant, le voyage de Chihiro que j'ai revu au cinéma les deux. Que j'ai juste vu au cinéma en fait, je suis con. Après tout seul chez moi, je me suis fait Totoro et Porco Rosso. Et globalement, c'est des trucs que j'ai mis 3,5 parce que je capte qu'ils sont excellents, mais je me suis dit, bah, j'ai pas trop d'affect non plus. Tout ce qui est un peu animation japonaise et tout, ça me parle moins. J'ai lancé le film, j'ai vu le début déjà, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça. J'ai noté histoire et personnages touchants, logique, j'apprends ça à personne. Putain, je sais plus le contexte politique par contre. Je crois que c'est juste un village japonais qui se fait bombarder par les Américains, il me semble. Et t'as un petit garçon et sa sœur qui essayent de survivre. Et là, il faut que je montre les screens parce que putain, si je me suis pris des claques ce mois-ci, celle-là, c'est en termes de beauté, genre c'est vraiment un des films sur lesquels je me suis pris la plus grosse claque. Hein. Quand tu regardes un Ghibli, Absol et Docu Inside avec Miyazaki, etc., le film prend plus 1000 en notes. Je me renseigne pas du tout sur les films après, c'est un des gros défauts de ma vision du cinéma, quoi. Je me renseigne pas plus derrière s'il y a un contexte, que ce soit politique ou de création, ou... Je fais aucun effort sur ça, j'avoue. Y a pas beaucoup de films que j'aime bien qui sont très sombres. Mais là, ce plan-là, je me suis dit, ah ouais, ok. Enfin, en fait, c'est vraiment le brouillard, le noir-violet un peu sur les décombres et tout. La façon dont il parle avec les plans, ça, j'aime trop essayer de repérer ça. Et quand je le repère naturellement, ça me régale. Ce plan-là, ça dit vraiment beaucoup de choses sur le film, en fait. Elle, la petite sœur, elle est encore dans le truc très coloré à l'extérieur, où elle est vachement déconnectée de tout ce qui se passe autour d'elle. Genre, elle a encore son âme d'enfant, quoi. Et là, après, t'as le frère à côté qui est dans le côté sombre de l'image, qui est en train de taffer pour leur survie, où vraiment, il a conscience de ce qui se passe et il sait à quel point le monde, il pue la merde autour de lui, quoi. Et je trouve ça trop bien que ça soit séparé comme ça par des poutres, que ça soit très sombre à gauche, très coloré à droite. Il est magnifique, ce plan. Après, ça, c'est juste magnifique. Genre, l'eau dans ce film, c'est trop beau. Couleur un peu brun, beige, avec le ciel et l'eau toute bleue. Enfin, c'est magnifique, genre, exceptionnel. Les plans avec les arbres et globalement la nature, je trouve ça fait trop des tableaux de Monet, genre. C'est une des rares rêves que j'ai en peinture et ça me fait vraiment penser à ça. On dirait vraiment des tableaux, genre chaque plan avec de la nature, c'est magnifique.
T'as un niveau de détail qui est hallucinant, on dirait presque que c'est des photos en fait. Ce plan-là, il est exceptionnel, je sais pas trop dire pourquoi. Mais en vrai, c'est sûrement parce qu'il y a plein de nuances de bleu, genre du bleu clair du ciel, c'est pas le même que celui de la mer, c'est pas le même que la bouteille, que le froc, que les montagnes et tout, c'est magnifique. Énormément de détails dans l'herbe, le reflet de l'arbre qui est trop beau. En vrai, avec le recul, il y a moyen que ça soit mon Ghibli préféré, parce que là où des autres, je me suis plus pris l'histoire ou l'univers, là, je me suis vraiment pris les visuels, genre. Et j'aurais pu prendre énormément d'autres screens. C'est un des seuls dont j'ai pas oublié l'histoire aussi. Les autres, j'ai oublié plein de détails partout. On comprend le côté émotionnel du film aussi, parce qu'il y a une très jolie fin. Même si moi, insensible, cœur de pierre, vrai golem, je l'ai vu, je me suis juste dit, waouh, c'est beau, mais j'ai pas lâché de larmes malheureusement. Celui-là, du coup, le Tombeau des Lucioles, je l'avais mis un joli 4 aussi. Et en vrai, je pourrais peut-être le monter, je pense. Prochain truc, j'ai revu Ready Player One. C'est un film que j'avais vu il y a longtemps à la sortie, je crois que j'avais été le voir au cinéma, il me semble. Avec le recul, du coup, c'est juste correct. C'est un très bon divertissement. La partie de recherche d'artefacts au début, première moitié du film, en gros, c'est trop agréable, je trouve. Il y a une partie que je trouve bluffante, c'est vraiment la course au tout début du film, genre c'est dans les 10 premières minutes, il me semble. Avec tout ce qui se passe pendant la course. Je crois que c'est pas un plan séquence, mais en gros, t'as des plans qui sont assez longs quand même, avec énormément de mouvements, énormément de changements de prise de vue, t'as des contre-plongées exceptionnelles, des éléments immenses qui t'en foutent plein la vue, peut-être genre les 45 dernières minutes, avec toute la guerre, le vrai conflit à la fin, je me suis rendu compte à quel point c'était très long pour rien, genre. Ça aurait vraiment pu être bien raccourci, je pense. Donc voilà, c'était surtout la fin qui était très chiante, mais la première moitié, elle est jouissive, il y a plein de refs en plus, c'est un bonheur, genre c'est vraiment pour le divertissement, quoi. C'est pas non plus une folie objectivement. Du coup, j'ai remis un petit 3-5. Voilà, on passe vite sur celui-là parce que c'est juste un rewatch et que j'ai pas grand-chose à dire. I Saw the Devil, considéré comme classique aussi, je crois. Celui-là, je vous avoue, il m'a traumatisé. Et y a pas de superlatif là, c'est vraiment traumatisant. Une scène qui touche à un truc que j'aime pas du tout, une partie du corps humain que j'aime pas du tout. Aujourd'hui, rien qu'à y penser, j'ai encore la sensation en fait. Je m'imagine la sensation tout seul et je me dis putain, de con, c'est terrible. C'est un endroit où j'ai découvert que j'étais sensible de cet endroit-là pendant le film. Il y a un espèce de petit couteau dedans, je crois. Sinon, le film est très bien. Le truc qui est cool que j'ai relevé, c'est que le titre en vrai, il est très flou. Comme c'est le personnage principal qui traque le criminel, on peut croire que c'est le criminel, le devil, le diable. Sauf que pendant le film, tu te rends compte que le personnage principal, peut-être bien qu'il correspond aussi à cette définition du diable. Parce que du coup, il se passe des choses affreuses dans le film, des deux côtés des personnages en fait. La perf de Lee Byung-hun, j'aime beaucoup trop ce mec maintenant, c'est un de mes acteurs préférés, voilà. J'ai vu Squid Game, mais c'est pas spécialement la perf qui m'a le plus choqué. Et j'ai vu No Other Choice. Mais voilà, donc c'est une très belle perf. Et du coup, j'ai que 2 screens, mais c'est pas du tout le film où il y a le plus de beaux plans. Là, t'as une scène comme ça où... Je crois que c'est la première scène où les deux se rencontrent, qui est dans une espèce de grande serre comme ça, où les lumières s'allument au fur et à mesure et il apparaît au fond. Et ça, c'est juste après la scène traumatisante. C'est un des seuls plans qui a vraiment retenu mon attention en vrai. Mais il y a d'autres trucs que je peux pas montrer parce qu'il y a beaucoup de sang dessus, c'est juste pour montrer à quel point aussi le sang était très bien représenté dans le film, genre. Et il a une belle esthétique le sang, je trouve. Et ouais, je l'ai revu à la baisse parce que j'avais moins accroché sur le moment. Donc je l'ai baissé à 3,5, mais j'ai laissé le petit cœur et il y a quand même l'affect derrière, quoi. Prochain, The Lobster. C'est le même réal que Bugonia, et j'avais beaucoup aimé Bugonia. Du coup, je m'attendais à beaucoup de ce film-là. Le plot, du coup, c'est en gros un mec qui arrive dans un établissement. S'il rencontre pas l'amour dans les 2-3 semaines, je sais plus, il se transforme en animaux, quoi. Et la première moitié, elle est vraiment cool. Elle est vraiment intéressante, ça met un peu de suspense, un peu de mystère. Genre l'arrivée dans l'établissement et tout, quand il commence à capter un petit peu la vibe et le malaise qui est présent en vrai ici. Avec les personnages qui savent qu'ils sont là pour créer des relations, donc tout est un peu faux. Le personnel qui est très autoritaire pour pas grand chose. On voit un petit peu de violence, genre au début, première moitié, il y a un minimum de ça. Et en vrai, ça m'avait un peu plu ce côté-là. Genre établissement très carré, avec un peu de violence en mode punition et tout. Et du coup, ça me faisait penser à The Menu. Malheureusement, petit pétard mouillé à partir du milieu du film, parce que ça part vraiment dans une autre direction, je trouve. Et j'aime pas, genre... Oh,
J'ai détesté la deuxième partie, genre, autant la première partie, j'ai été un peu dedans, j'ai mis du temps à rentrer, je suis sorti un peu un moment, mais je m'accrochais, quoi. Mais la deuxième partie, putain! Oh, c'était chiant à mourir! Oh là là! Là, le plot me donne grave envie. En vrai, le plot est vraiment bien, ouais, mais malheureusement, je trouve que c'est que la première partie du film, le plot. Après, ça sort complètement de ça et ça dérive. En fait, toute la deuxième moitié, j'en ai quasiment aucun souvenir tellement je me suis fait chier. En plus, visuellement, il y a que, pareil, la première moitié où il y a un peu des beaux plans. Niveau couleur, c'est pas trop ça, je trouve que c'est un peu terne aussi, il me semble. Du coup, j'ai mis un sévère 2,5, parce que, bah, c'est pile le film, quoi. Pour regarder le film Heure, je crois, c'est un peu dans le même délire. On va en parler de celui-là, on va en parler, mon gars. Mais pas tout de suite, parce que j'ai vu Les Mondes de Ralph. Trop chiant, ce film. Les gens, ils disent « Oh, c'est un classique, c'est un super film, il est chiant à mourir. » Il y a juste des refs pour faire des refs. Il n'y a pas trop de cohérence, à part l'excuse de « Oh, c'est une salle d'arcade, du coup, ils se réunissent tous après la fermeture et tout. » Le monde principal du film, genre le monde des bonbons, là, il est casse-couille. Il est pas intéressant, il est pas beau, tu t'accroches à rien du tout. Les personnages, ils sont chiants. À la limite, il y a Ralph, du coup, qui peut être un petit peu intéressant, mais en termes de chara-design, je trouve qu'il est très faiblard aussi. Hein. C'est tout. Et puis, pareil, les autres personnages, le plombier, il pue la merde. la gamine, elle est chiante. Le méchant, on souffle. Hein. Et prévisible à mourir, genre. Vraiment, à partir du milieu du film, dès qu'il y a l'intrigue finale qui s'installe, tu te dis, bah, il va se passer ça, et il se passe ça. Je n'ai pas compris pourquoi les gens aimaient tant ce film. J'ai mis un sévère 2 étoiles. Pas de cœur, rien du tout. Et la review, je crois que c'est juste non merci. En plus, j'ai galéré à le trouver en bonne qualité, en français. Chiant à mourir. Tout était catastrophique de ce film. Les Simpsons! Wouhou! J'ai rewatch une 3e fois le film. 3e fois récemment, évidemment, parce que quand j'étais petit, je l'ai regardé bien plus de 3 fois. Regardez le gros bébé, ta gueule. Peut-être, non? 5 étoiles ou je t'assassine. C'est là le problème. J'avais mis 5 étoiles. Mais avec le rewatch, je me suis dit, petit problème dans le film. Le moment avec la vieille en Alaska, il m'emmerde un peu, j'avoue. Pourtant, c'est un moment clé. Oui, moment clé dans l'histoire, évidemment, mais voilà, mais je suis chiant, en vrai, je suis chiant. J'ai mis 4,5 parce que le film est quand même excellent. Gag toujours efficace. Frère, la boule des démolitions, ça me fait toujours autant rire. La scène de malade, quand ils déposent le dôme, que t'as le plan devant l'église et la taverne et que tout le monde sort et qu'ils échangent les bâtiments, ça c'est exceptionnel comme blague. Hein. Putain, les gens qui sont croyants, qui vont se bourrer la gueule parce qu'ils sont tristes, les gens qui se bourrent la gueule, qui vont à l'église pour prier Dieu, frère, c'est exceptionnel cette scène-là. La scène avec la cassette, toujours exceptionnelle. Et premier degré, je pense que c'est un des rares moments dans des films d'animation qui peut vraiment m'attraper, genre. Qui peut vraiment presque me faire pleurer. Alors que je l'ai vu 10 fois. Je connais cette scène par cœur, mais c'est trop dingue. Et j'ai mis autre petit défaut, mais c'est pas pour ça que j'ai baissé la note. J'ai mis dommage pas de photos marquantes. Parce que en vrai, il y a plein de films d'animation à l'ancienne où il y a quand même des plans de malades et des couleurs de fou et tout. Là, les Simpsons, ça reste vraiment dans l'ADN Simpson série, quoi. C'est pas, ça a pas du tout pour ambition de faire des grands plans. Et moi, c'est trop ce qui me parle le plus dans le cinéma actuel maintenant. Donc c'est dommage. Cure, le super Cure, le chef-d'œuvre, voilà, comme on dit. Je comprends pas. Pourquoi, j'avoue. J'ai pas du tout accroché, du coup. J'ai mis idée de l'hypnose cool, mais plot faiblard. Un mec qui hypnotise des gens pour qu'il tue des autres gens. Et je me dis, ah, putain, c'est une bonne idée, mais y a rien de plus. Enfin, si le film est si excellent, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres trucs que j'ai pas capté autour du film, quoi. C'est pas ma cam. Je me suis noté quand même un point positif, c'est que le méchant, on ressent bien la pression qu'il a sur le perso principal en vrai. J'ai pas non plus été le plus réceptif à cette horreur-là du film. J'ai aussi mis qu'il y avait des plans assez longs. J'aime beaucoup les plans fixes. J'aime beaucoup ça, je suis très fan des plans fixes, mais c'était des plans un peu longs où la compo, elle était pas... Je l'ai pas trouvée saisissante. En fait, c'est ça, moi, qui me parle le plus, c'est la compo des images et les couleurs. Là, c'est un film assez terne, volontairement, du coup, parce que c'est un thriller, c'est logique, ça va pas être très coloré. Voilà, il y a des décors assez classiques. Ouais, les plans, ils sont un peu longs, ils bougent. Les plans fixes qui bougent un peu, mais qui arrivent à rester attrayants visuellement. Genre la scène sur le toit, c'est celle qui m'avait marqué pendant le visionnage. C'est celle que j'ai en tête pour du coup mon point négatif en fait. C'est dommage. C'est celle-là que j'ai en tête. C'est là que je me suis dit, putain, il y a quand même des plans un peu longs quoi. Je suis pas trop fan de ce film-là, j'avoue.
Donc j'avais mis 3 parce que c'est un classique et si je mets moins, je me fais tuer. Donc ensuite, film qu'on m'avait conseillé ici en stream, Jacob's Ladder, qui est un film d'horreur aussi. Bon, on a compris, on a compris la blague. Vous êtes pas obligé de la faire 12 fois. Hein. C'est l'échelle de Jacob, voilà, en français. Mais comment on prononce le mot alors? Ladder. Ah, c'est vraiment ladder. Je sais pas, moi j'ai toujours dit ladder. Bah vous m'apprenez des choses au moins, c'est cool. Au moins, le point positif du film, il m'apprend un mot. En gros, c'est un type qui a des traumatismes de la guerre du Vietnam. Donc pareil que Cure, le plot me parle pas de dingue non plus. Mais j'ai quand même un peu plus accroché que Cure. Scène d'intro efficace. Parce que la scène d'intro, c'est vraiment un extrait de la guerre du Vietnam qu'il a vécu. Et après, ouais, toute la suite, en fait, je me souviens plus du tout des scènes flippantes du film, j'avoue. Si, la scène du métro au début du film aussi, elle est cool, je crois. C'est une des meilleures scènes du film, je pense. Pas grand chose à dire de plus, je vais pas trop épiloguer parce que sinon ça va être très long. Belle petite représentation du traumatisme, je crois que ça marche plutôt bien dans cette DA là. Oh là là, Le Roi Soleil en français, avec Fianso, Pio Marmaille et je n'ai pas d'autres noms d'acteurs. C'est quand il a vu l'année dernière, il m'a dit waouh, il est trop bien. J'ai dit bah ok, si le film est trop bien, en plus qu'il y a Fianso dedans, je l'ai jamais vu dans un film, donc ça peut être très intéressant. En fait, c'est tout ce que j'aime dans ce film-là. Genre, c'est une histoire de base très simple. Ça se développe tout seul au fil du film avec les personnages. Les personnages, justement, ils sont vachement identifiables. Ils ont tous un peu une personnalité et une histoire, genre. Et en plus, c'est un huis clos, du coup. C'est un concept de film que j'aime énormément. Et je vais faire un parallèle que Sekai va pas aimer. C'est le genre de film que je peux trop aimer, comme Drop. Et je sais que c'est pas le meilleur film. Mais Drop, c'est aussi une histoire de huis clos où t'as un plot de base et ça se développe au fur et à mesure. Et voilà, même si Drop, je l'ai revu beaucoup à la baisse, premier visionnage, je l'avais trop aimé. Le peut-être problème du film, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements. J'aime beaucoup ces films-là où il y a plein de rebondissements tout le temps. Là, tu sens, ça veut pas se finir, quoi. Putain, tu peux finir l'histoire beaucoup plus facilement. Je pense que tu peux facilement retirer 10 minutes de rebondissement et laisser toute sa valeur au film, quoi. Comme c'est un huis clos et que l'histoire est vraiment en raccord avec ça, t'as vraiment une sensation d'emprisonnement, genre dans le bâtiment. Parce que j'ai même pas dit le plot, pardon, c'est vrai. Ils sont dans un bar et il y a un vieux qui arrive qui demande les tickets du loto. En fait, il se rend compte qu'il a gagné des millions, sauf que tout le monde veut lui voler l'argent, du coup. Et du coup, c'est vraiment huis clos dans ce bar où tout le monde se bagarre pour avoir l'argent, pour trouver un moyen de s'en sortir, en gros, avec ça. T'as vraiment cette sensation de il faut se sortir de la merde dans laquelle on est, quoi. Il y a la scène du karaoké. Très très jolie scène. Très belle scène. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le film? Je crois qu'on en avait parlé, Sekai, c'est vraiment la scène, tu te dis, mais pourquoi faire? C'est une très belle scène, c'est peut-être la plus belle scène du film, mais elle a rien à foutre là, honnêtement. Je me suis écrit incroyable mise en scène des possibilités de ristourne. Pour s'en sortir, ils établissent des plans et tout. La première idée qu'ils avaient eue, j'étais vraiment perdu parce que je croyais que le film recommençait en fait. Je me disais, ben en fait c'est quoi? C'est plusieurs scénarios mis bout à bout. Alors qu'en fait, juste, plutôt que dire on va faire ça, ils ont mis en scène l'idée. C'est un what if en fait, c'est ça, ouais. C'est vraiment, ils montrent ce qui peut se passer si jamais ils font ce plan-là. Ça mène à une scène que j'ai beaucoup aimée. Enfin, juste un plan que j'ai beaucoup aimé. En gros, genre, ils te font cette scène-là du plan qu'ils veulent mettre en place. Et en fait, ça dézoome en dehors du bar. Et tu vois, genre, les structures de la pièce comme un décor de cinéma. Tu te dis, bah, qu'est-ce que ça fait là? C'est vraiment le seul plan où je me suis dit, ah ouais, ok, là, il y a une vraie idée de mise en scène. Le dernier plan aussi qu'ils mettent en œuvre, il est trop bien exécuté. T'as un mélange entre la scène du présent, où il parle du plan, et la possibilité du plan, genre, qui se déroule. Donc en gros, t'as une meuf qui dit on va faire ça avec toi là, et le mec il commence à faire le truc, il commence à faire la scène. J'ai trop aimé ça, t'as un mélange de présent et possible futur. Dernier truc que je me suis écrit, c'est moral bateau, mais intéressant quand même, genre l'avarice de l'humain. Oh, il y a une grosse somme d'argent, il me la faut. C'est un peu nul comme morale, mais bon, ça va, tu vois, ça aurait pu être mieux mis en œuvre, je pense. Mais dans un contexte comme ça, c'est compliqué de changer cette morale-là, quoi. Autre défaut du film, c'est que je me dis, ça aurait pu être résolu beaucoup plus facilement dès le début, quoi. En tout cas, très gros coup de cœur par... Bah, c'est dingue les phrases. C'est dingue les phrases, je fais des bruits, là. C'est des onomatopées, je parle en simlish. Très bon film, pardon. À la limite, peut-être au défaut que j'ai pas écrit et dont j'ai pas parlé, c'est la scène d'intro. Je comprends le parallèle avec le présent, avec le film. Mais bon, on s'en branle un peu, quoi.
très gros coup de cœur. J'ai mis un solide 4,5. Suivant, The Lighthouse. Un type qui est missionné pour aller sur une île avec un phare et s'occuper du phare avec un vieux loupard, qui sont les deux interprétés par Pattinson et William Dafoe. Je trouve que la perf des deux est excellente. En fait, c'est un film qui se base sur la folie, parce que du coup, ils sont enfermés sur une petite île, il se passe des choses, ils sont coupés du monde, donc forcément, ils deviennent fous un peu. Et en fait, le film, il devient un peu bizarre aussi pour retranscrire cette folie-là. T'as en plus un malaise qui s'installe dans le lieu, forcément, comme c'est très coupé du monde et il y a juste une maison et un phare. Là, je vais montrer des screens, là. Là, je vais en montrer des choses, parce que putain, il y a un plan, je sais pas si je peux le montrer sur Twitch. En vrai, c'est du cinéma, c'est un film, merde. L'image du film, l'imagerie, est exceptionnelle, je trouve. C'est un film en noir et blanc, pourtant. Et j'ai dit, ouais, je suis trop fan de couleurs. Film en noir et blanc, et j'ai trop kiffé l'imagerie, la compo, elle est excellente. Voilà, premier plan. En plus, tout le film est en 4/3, du coup. Donc ça change, c'est quelque chose que je vois pas souvent. Grosse contre-plongée avec William Dafoe. Et vraiment, la transfo est dingue, je trouve. Ce plan-là, par exemple. Bon, on va pas trop le montrer longtemps, mais je le trouve exceptionnel. Ce plan-là, c'est un plan fixe où il y a énormément de vent, tu vois, t'as plein de fumée, leurs vêtements bougent et tout. Et voilà, avec le phare derrière qui tourne, en plus c'est trop beau. Après, il y a d'autres plans que je peux pas montrer du tout en stream parce que Willem Dafoe est cul nu. Mais ouais, il y a un plan où vraiment il renvoie la lumière du phare sur Pattinson via ses yeux. Plan pareil de côté, plan fixe et tout. Par contre, j'ai juste mis pas une note de fou. Parce que la deuxième moitié du film, t'as énormément de discussions entre les deux. Et c'est putain, c'est long, je trouve. Hein. On aurait pu raccourcir le film de 10 minutes au moins, je pense. Et du coup, c'est dans ce film-là que je me suis rendu compte que Pattinson, c'était vraiment un acteur de fou, en fait. Parce que je l'ai vu que dans celui-là et dans Mickey 17. Et Mickey 17, déjà, je trouve que sa perf, elle était très bonne. Hein. The Lighthouse, j'avais mis 3,5. Et j'ai pas mis de cœur, parce que je me suis quand même emmerdé sur la deuxième moitié du film, un peu. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Un putain de classique, Old Boy. Je me mets de plus en plus dans la filmographie de Park Chan-wook. Un de ceux sur qui je veux vraiment approfondir la filmographie. C'est en train de devenir un de mes réals préférés, ça l'est peut-être même déjà. Hein. Ça ne manque pas évidemment sur ce film-là, parce qu'il y a des plans de malade mental. Évidemment ce plan-là qui est exceptionnel, la scène du couloir où il atomise absolument tout le monde. Ce truc de dingue, là, ce plan de fou. À la base c'est un close-up sur les yeux et ça dézoome, ça passe entre les baguettes. Pour montrer ça après, c'est trop bien, on dirait juste un PNG Tomodachi Life la main. On dirait juste que c'est un truc qui a été rajouté comme ça sur l'écran. Je crois qu'il le mange après, donc ça doit pas être le cas du coup, mais en tout cas c'est trop bien. Ce plan-là exceptionnel aussi. C'est dans ce plan-là que je capte que le clip de Orelsan et SDM est inspiré de films comme Old Boy. Presque effet fisheye, avec un mec en costard qui fait une tête bizarre sur le côté de l'image et puis il se passe des trucs en arrière-plan, c'est trop bien. Et du coup pareil pour celui-là. Deux plans différents en fait en un seul quoi. T'as vraiment, normalement t'as ce plan-là et puis ça c'est flou, ou l'inverse. Là rien n'est flou et du coup ça rend le truc trop bien. Montre les transitions réveil, jamais de la vie je montre ça. C'est un des défauts du film, mais bon c'est juste un raté quoi, c'est pas un vrai défaut. En fait, c'est vraiment des transitions PowerPoint, genre t'as un réveil qui arrive, qui change d'heure, et hop là, il repart. C'est tout. C'est juste ça, et ça, il fait ça 3 fois dans le film, genre, à un moment, ta gueule. Scène iconique, la scène du marteau, j'aime beaucoup la mise en scène aussi. Les idées de Park Chan-wook, elles sont très très cool pour mettre en scène des trucs qui peuvent juste être montrés en vrai avec un plan, mais là, il a vraiment des idées que peu ont. Un défaut que je trouve au film, je suis pas fan du plot. Là, pour moi, c'est que vengeance. Et il n'y a pas plus de fond que ça, genre il y a pas de fond, il y a pas de message, je trouve, c'est juste de la vengeance. C'est peut-être le but, ouais, mais je sais pas, moi il me faut un petit plus pour accrocher au plot. Après j'ai mis beau décor, évidemment, principalement dans la chambre d'hôtel toute rouge là. Le papier peint il est dingue. Tous les papiers peints du film c'est exceptionnel, c'est le gros point fort du film aussi. Et sur la fin du film, dans le penthouse aussi, c'est très joli, t'as des petites rivières au sol, t'as un gros bloc avec une penderie et tout, les décors sont vraiment dingues. Je crois que j'avais mis 4, et du coup j'ai pensé à le baisser, mais je me suis dit quand même que vu tous les plans qu'il y a, vu tous les classiques qu'il y a dans ce film, qui a inspiré plein de trucs, genre là, les plans que j'ai montrés tout à l'heure, qui a inspiré le clip de Orelsan et SDM, le clip de Slimka avec la scène du couloir aussi. Je trouve ça méchant de le mettre à 3,5 quand j'ai mis 3,5 à The Lighthouse, où je me suis vraiment fait chier un peu devant. Ready Player One, tu vois. Je vais pas mettre la même note à Ready Player One et à Old Boy. Ensuite, Godzilla Minus One. Je ne voulais pas le regarder à la base.
C'est juste Sekai et Remoons qui se le sont lancés en VOC. J'étais là, donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas le regarder. Et en fait, c'est juste pas du tout mon genre de film d'habitude, mais ça m'a quand même un peu chopé sur certains plans. Comme c'est un monstre immense, moi c'est vraiment ce qui me parle le plus, les choses immenses, les trucs impressionnants. J'en avais parlé sur les clips d'A$AP Rocky à l'époque. J'ai mis, ouais, scène impressionnante. J'en ai que 2 en tête là, je crois. Toute la scène dans la ville, par exemple, avec le gigantesque laser qui est tiré, qui est exceptionnel. C'est ça l'autre exemple que j'avais, c'était le Galactus dans les 4F. Et globalement, Galactus dans... Mais il y a une putain d'araignée qui descend devant moi, merde! Attendez! Elle est où? Vous l'avez... Je sais pas si vous l'avez vu, mais putain, c'est horrible! Oh la vache! Merde! Mais merde, qu'est-ce que... Pourquoi faire? Bon bah écoutez, c'est dingue de descendre comme ça, putain! Y'a même pas de toile! Putain! C'est ma claquette. Bon, y a plus rien là, y a plus rien dans le stream. Et ce que je disais, il m'a fait perdre le fil du stream du coup. Je parlais de Galactus, oui, c'est vrai. Les trucs qui sont anormalement très grands, moi ça me parle beaucoup. La scène dans It Follows aussi, quand le mec rentre dans la salle de bain. Incroyable ça, cette scène-là. La première attaque du bateau aussi dans Godzilla, quand on le voit pour la première fois hors de la scène d'intro. Vraiment, quand il sort de l'eau et qu'il commence à les poursuivre et tout, c'est trop bien comme scène. Le dénouement est trop simple, je trouve. Bon, je vais pas dire pourquoi je l'ai trouvé simple, mais ça aurait pas manqué à un petit rebondissement en plus, quoi, je pense. Très joli ces petits décors, j'aime beaucoup plus que l'ancien qui était moche, alors que celui-là est bien. Bah, va te faire enculer, tiens. Godzilla, du coup, ouais, j'ai mis 3 étoiles. Et là, c'est pas parce que c'est un classique et que j'ai pas accroché, c'est que j'ai pas accroché, mais ça reste un bon film. Je suis pas trop à propos de ces films-là, donc 3 étoiles, c'est une très bonne note, venant de moi. Prochain film, Yannick! Je suis blanc, la team, je suis blanc, vive les blancs! White Power, White Lives Matter! Bon bah voilà. Je voulais pas voir le film parce que j'ai vu 10 minutes de la vidéo prison de Squeezie avec Raphaël Quenard, et j'ai détesté sa manière de parler, j'ai détesté le mec. Je trouve ça horrible. C'est lui, quoi. En fait, c'est comme Jonathan Cohen, c'est un type qui a vraiment une personnalité qui se voit, en fait, qui se ressent. Je vais dormir, je suis au sol, bisous la team. Bisous Yuri, merci d'être passé. Va te faire enculer à pas avoir raid le stream avec tes 8000 viewers, là. Donc voilà, j'ai regardé le film avec un œil très mauvais déjà. Sauf que j'avais vu un extrait du film sur Insta. Parce que le plot du film, c'est juste, il va avoir un spectacle, et à un moment du spectacle, il se lève, il se dit, bah c'est pas bien là. Et en gros, il se passe des trucs, ça évolue, c'est exactement comme Le Roi Soleil. Et c'est trop bien du coup. J'aime trop ce concept-là, et j'ai beaucoup aimé le film en fait. J'écris perf très simple, mais super efficace. Perso très attachant, simplé et drôle. Parce que du coup, ouais, il joue lui-même, mais en même temps, il joue un personnage un peu con, j'imagine qu'il est pas con comme ça dans la vraie vie. Malgré ce qui se passe dans le film, tu vois qu'il est gentil. J'ai mis aussi film trop court. Il dure 67 minutes. Faites vos blagues. Et enfin, j'en veux plus, quoi. Il y a quand même une scène que je trouve un poil longue. C'est vraiment le moment de l'écriture des scènes. Fin touchante. Quand on s'attache au personnage en 1 heure, ça veut dire que le personnage est très bien taffé, en fait. Bah, c'était une très belle surprise, donc 4 étoiles. 4,5, pardon. Je vois pas ce qui m'empêche de mettre 5. Ensuite, je crois que Mac est parti. Mais on va parler de Vivarium. J'ai des choses à dire sur ce film-là. Je l'ai découvert en voyant que des avis très positifs ou très négatifs. Et vraiment, les gens étaient très tranchés dessus. C'est encore le même délire, hein, c'est encore presque huis clos, avec un plot très simple. Sauf que là, ça se développe pas, c'est juste ça le seul problème du film, je pense. En fait, c'est un couple qui cherche une nouvelle maison, et un jour, ils rentrent dans une agence immobilière. Le mec est trop bizarre, mais du coup, bah, ils le suivent, ils l'amènent à une maison. Et il se trouve que le mec disparaît, et en fait, ils sont bloqués dans la maison. Mais du coup, c'est ambiance très espace liminaux, environnement impressionnant et menaçant, évidemment, je peux vous le montrer, parce que il y a des très beaux plans dans ce film aussi. En fait, ça tourne un petit peu en rond, parce que forcément, c'est toujours le même endroit, quoi. Mais ça reste très fort quand même. Par exemple, ce genre de plan. Ils sont dans cette maison-là, du coup, et t'as tout autour qui est vide. T'as des plans comme ça, frère, c'est magnifique, je trouve. Ce plan-là aussi, qui est trop bien. Ce genre de compo que j'aime bien, genre c'est, tu vois la maison, plein de couleurs et tout, des couleurs un peu ternes en vrai, mais en même temps qui pètent. Bref, c'est vraiment le genre de plan que j'aime beaucoup. C'est plus horreur psychologique que horreur tout court. Le gosse dans le film, horriblement chiant, longueur mais cohérente avec le plot, mais en même temps, est-ce qu'on peut tout justifier par « oh c'est cohérent avec le film ?» Pas sûr. Fin surprenante et intéressante. Parce que t'as un twist aussi bien dans le scénario que dans les décors, on va dire. Mais en gros, c'est dur à expliquer, quoi. Mais il se passe un truc où tu te dis « ah putain, je m'attendais pas à ça ». Donc j'ai mis 3,5. Belle découverte. Suivant, on passe à The Lego Movie.
Les réals, ils ont fait un film qui est dingue, je crois, visuellement, je sais plus qui c'est. Bah putain, c'est Projet Dernière Chance qu'ils ont fait, simplement. C'était un film bien décevant quand même, je trouve. Il y a plein de gens qui disent que ça c'est leur film d'enfance, leur film excellent et tout. Surtout que, en termes d'expérience de film Lego, j'avais vu Piece by Piece juste avant, le biopic de Pharrell du coup, qui est vraiment beaucoup plus magnifique visuellement, avec plus d'idées de mise en scène où c'est vraiment excellent pour moi. Ce film-là, il est excellent. Et je lui ai mis un bon 5 étoiles dans la gueule dès que j'ai fini le film. Du coup, j'avais très peur de ce film-là, du film Lego, sachant qu'en plus, j'avais commencé le jeu du film, qui a, je crois, la même histoire, et le tout début, j'avais pas trop aimé. Il y a quelques plans qui sont sympas dans le film. Quand je dis quelques, c'est vraiment quelques, parce qu'il n'y a pas grand-chose. On reste un peu sur notre fin. L'histoire, elle est vraiment pas dingue. Je sais même plus trop, j'ai oublié beaucoup de choses en vrai du film. Il y a des persos qui sont bien chiants aussi, je trouve. Ouais, en fait, à part le perso de Batman qui est marrant, tous les persos, je les trouve inintéressants à mort. Twist de fin bien nul, parallèle chiant et résolution horrible. Je suis vraiment très méchant avec ce film-là. Le héros parle au méchant, il dit « Putain, c'est pas bien d'être méchant, c'est cool d'être gentil. » Bah merde, ça finit sur ça. C'est dommage, en vrai. J'ai gentiment mis une note de 3 étoiles. En vrai de vrai, je modifie, je vais mettre 2,5. Parce que j'ai très peu de souvenirs du film et je m'emmerde rien qu'à en parler là. On passe à la suite, on passe à Dernier Train pour Busan, qui m'a fait réaliser que je devenais vraiment fan de films de zombies un peu. Genre par exemple The Sadness que j'ai surkiffé. Globalement j'aime beaucoup cette esthétique là, genre avoir juste constamment la mort aux trousses comme on dit. C'est encore un petit huis clos du coup dans un train. J'ai mis petit huis clos parce que ça sort un peu du train quand même, mais c'est globalement très confiné dans le train. Le gros point fort du film, je pense que c'est les personnages. On peut vraiment facilement mettre une identité sur tout le monde. Et en vrai, c'est la façon dont il y a des personnages qui meurent, qui est quand même un peu touchante. C'est fort d'arriver à faire ça en si peu de temps de film quand même. Quelques personnages qui meurent au fur et à mesure du film, généralement ça c'est ce qu'on retrouve plus dans les séries je crois. Il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées. La gare au milieu du film par exemple, quand t'as vraiment des marées humaines en fait de zombies qui sont impressionnantes. Moi c'est encore tout ce qui est big, un peu trop, j'aime trop. T'as les scènes des tunnels aussi qui sont très cool. Belle fin, même si très prévisible. Donc gros coup de cœur parce que film de zombies et qui me fait réaliser que je veux en voir plus en fait. Donc j'ai mis 4,5. Escape from the 21st Century avec une affiche qui claque sa grand-mère. C'est un film que j'attendais beaucoup aussi parce que Sekai du coup m'en a dit énormément de bien. C'est un des films les plus magnifiques visuellement que j'ai vu de ma vie je pense. Mais en gros, c'est vraiment genre époustouflant sur le nombre d'idées, de mise en scène, d'idées de plans, tout simplement, en fait. De comment faire avancer l'histoire et tout, c'est trop incroyable. Il y a un vrai jeu avec tout ce qui tourne autour du film, et ça, c'est exceptionnel. Genre, le format de l'image, il change beaucoup. La colorimétrie, ça change beaucoup aussi. C'est un film en live action, mais aussi plein d'animations dedans. Ça, c'est trop bien, ce mélange-là. La qualité des effets qui varie entre soit très très cool, soit catastrophique et visuel, tu l'aperçois facilement quoi. Donc c'est trop bien ça aussi parce que moi je suis trop fan de la 3D moche et du coup dans ce film là t'as beaucoup ça aussi. Petit défaut, c'est que le film est très drôle au début et un peu moins à partir du milieu, genre à partir du moment où ça devient un peu plus sérieux dans l'histoire, c'est quand même un peu moins drôle. En fait j'aimais bien ce côté un peu pas de prise au sérieux au début en fait. Ça bascule dans de l'émotion et c'est mieux que de rester dans de la comédie pure et dure. Bah en vrai je comprends. Mais après, moi, j'ai pas été attrapé par l'émotion, du coup, comme le rythme est vachement rapide. Et ça, je l'ai pas noté, c'est vrai que ça pourrait être un des défauts aussi. J'ai aussi mis on s'habitue presque à l'exceptionnel tellement il y en a, et en vrai, c'est dommage. T'as énormément d'idées de partout, tu t'en prends plein la gueule pendant 1h40, je crois qu'il dure, et du coup, t'es moins percuté par les trucs un peu vers la fin. Je vais vous montrer les petits screens du film, la team. En commençant par celle-là, qui arrive sur la fin du film. Faut aller se faire enculer, ces scènes-là, c'est quoi ça ? Des belles images comme ça, merde, ta gueule, un peu. Cassez-vous en vrai. C'est un de mes plans préférés du film celui-là, il est exceptionnel. Il arrive au tout début du film, c'est vraiment une des premières scènes. La vache! La puissance du plan quoi. Et putain, toute la fumée, moi c'est ça qui m'impressionne le plus en fait, c'est vraiment la fumée. Ce plan-là mec, putain! Tous les PC qui tombent de l'immeuble, oh, ça c'est trop dingue. Du coup ça fait c'est référence à l'affiche avec le jump de l'immeuble et tous les PC partout, tous les câbles et tout, c'est exceptionnel. Ça c'est pareil, juste un petit plan du début du film où il y a un étage qui explose, après t'as elle qui s'en va, t'as plein de billets qui volent, des cendres partout, c'est magnifique. Ça c'est exceptionnel aussi.
Ça c'est vraiment pas un plan avec beaucoup d'ambition, mais j'aime trop ce plan. De la grenouille très saturée, un peu fluorescente partout. C'est de ça dont je parle quand je parle d'animation. C'est vraiment image réelle et en même temps t'as de l'animation qui vient casser le film quoi, c'est trop bien. Ça pareil, ça fait partie des 3D moches dont je suis trop friand. Chaque fois que tu dis exceptionnel, ça me fait penser à la vidéo du fleuriste qui montre ses fleurs à une fille et il dit c'est exceptionnel. Elle dit j'en ai rien à foutre, je capte. J'aime beaucoup ce mot, il est beau, il est cool ce mot exceptionnel. La compo de l'image, elle est exceptionnelle ou quoi? Gigantesque, c'est quoi ça? C'est l'extérieur je crois. Une grosse lumière comme ça, plein de braises de cendres partout. Ça aussi, ça c'est un des moments un peu de pause, avec un gigantesque feu d'artifice derrière, c'est trop beau. Et donc là, c'est le plan en rapport avec la grenouille de tout à l'heure. C'est qu'en gros, au début du film, il y a juste plein de barils de pétrole ou de je sais pas quoi qui se déversent dans la mer. Ça fait plein de couleurs partout et c'est magnifique. Et du coup, la grenouille, c'était pour symboliser ça, en gros, l'impact que tout ça a sur la mer et sur tout l'environnement du film. Ça, c'est le plan où il tombe dans l'eau, du coup. Il est trop beau. Il est exceptionnel, en fait. Je lui avais mis un joli 4,5 au premier visionnage, mais globalement, il y a des œuvres comme ça où je me dis, ouais, c'est trop pour que j'encaisse en un seul visionnage, quoi. Bref, en gros, le film est archi complet, et il est vraiment excellent, et il faut absolument le voir. Mon gars, Clément, j'ai quelque chose pour toi, là. Ah là là, sacré film, hein. Ce petit Her, là. Je trouve pas qu'il est très bien, ce film. Je l'ai même pas vu. Bah merde, pourquoi t'en as parlé tout à l'heure, alors? Qu'est-ce que tu nous fais le faux cinéphile, là? Mais en gros, j'avais très peu d'attentes. Je me suis fait chier terriblement, genre. Parce que c'est un mec qui tombe amoureux d'une IA, en gros. L'idée, elle peut être bien, mais là, dans ce film-là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a aucune profondeur. Il y a aucune critique vraiment constructive. J'ai écrit un enfant de 12 ans pour écrire le même plot. Je capte que je suis dur, parce que le film, il date de quand? 2013. C'est le début encore de tout ce qui est IA et tout, donc tu peux te raccrocher à ce délire-là, quoi. C'est normal s'ils vont pas très loin, parce que là, ces dernières années, ça a beaucoup plus évolué. Donc forcément, ce film-là, maintenant, il paraît très fade. J'ai montré l'autre côté de ma chambre. J'ai écrit film moche, couleur fade, décor trop simple pour l'époque décrite. Parce que le film est moche, il n'y a pas de beaux plans marquants. L'affiche, c'est ce qu'il y a de plus saturé dans le film. Hein. Tout est fade, tout est terne, tout est chiant. Il veut que des beaux plans, le néo-cinéphile. Mais moi, c'est ce qui me parle le plus, forcément. Je regarde un film avec un plot banal et des plans pas dingues. Il y a des trucs qui correspondent pas vraiment à l'époque que le film veut instaurer. Dans le film, t'as genre ce type qui en gros joue à un jeu en ultra VR et tout, où il a des hologrammes dans son salon et tout. Très futuriste, très technologique. Et il achète un truc d'IA, il tombe amoureux, et il veut plus, tu vois, il veut du physique. Mais en fait, il faut faire venir quelqu'un qui est volontaire. En mode, il n'y a pas d'hologramme de l'IA qui est possible. Ou il n'y a pas des robots qui ont été construits pour... Enfin, je sais pas, je trouve ça lunaire quand même par rapport à tout ce que le film veut faire croire. Yo, j'ai créé une musique, je peux te la faire écouter. Non, on parle d'autre chose là. Avec tout le respect, hein. La fin, émotion entre guillemets, elle est un peu bien, même si très prévisible. Yo, j'ai fait un film, je peux te le montrer alors. Non, ça ira. Film du coup très décevant, même si j'en attendais pas grand chose. J'ai quand même mis 2,5. Et j'ai évidemment pris aucun screen du film comme il est affreusement laid. Saul, je m'attendais à un truc de dingue. J'avais pas spécialement vu énormément d'avis. Le film a des très belles couleurs. Surtout à un endroit du film. Remuts m'a retrouvé le nom hier parce que je le trouvais plus, c'était le grand avant. Parce que du coup, le plot du film, en gros, c'est un mec qui est passionné de musique et qui, un jour, arrive à avoir un accès à un concert avec une de ses idoles. Sauf que, il meurt, malencontreusement. Et il arrive dans ce monde-là, le grand avant. Je spoil beaucoup, donc j'arrête de parler de ça. Mais voilà. En gros, ce monde-là, il est très beau, très belle couleur, même si il est un peu vide quand même. J'ai écrit belle BO, même si pas du tout fan de jazz. Perso, un peu attachant. J'ai mis, je m'attendais à un message un peu BLM. Dans mes souvenirs, c'est le seul Disney qui parle de ça. Enfin, genre qui a un personnage noir en personnage principal, il me semble. Il y a aucun film Disney en fait qui mentionne vite fait le racisme et tout, alors que... En vrai, je dis ça, j'ai pas vu beaucoup de Disney, j'avoue. La princesse et la grenouille aussi, c'est vrai, putain, oui, effectivement. Je l'ai pas vu, mais j'avais complètement oublié, ouais, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas si ça parle de racisme aussi ou pas. Après, je vois difficilement comment ils auraient pu l'inclure dans le film, sachant que ça parle plus de trouver sa voie, d'accepter la vie comme elle est, genre. En vrai, le message du film est très beau, la fin est touchante, et il y a juste un petit problème à la fin, genre un petit défaut, je trouve. Il y a une fin qui s'amorce, et il se trouve que, oh, en fait, c'est pas la même fin, tu vois. Alors que ça aurait été la plus belle, je trouve.
et je l'ai revu à la baisse parce que j'avais mis 4,5 quand même, et je l'ai baissé à 4 parce que en soi le film était bien mais il m'a pas plus marqué que ça non plus. Avant-dernier film, Perfect Days, c'est ce film-là qui m'a donné envie de faire des streams vraiment ciné. C'est un film simplement contemplatif. C'est juste, on suit cet homme-là du coup, qui travaille en tant que nettoyeur de chiottes. On voit son quotidien, et c'est tout. Et c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que les péripéties qui se passent et tout, c'est vraiment par rapport aux personnages autour de lui. Ils vivent des trucs et du coup tu vois l'impact que ça a sur lui. On vit vraiment à la place du perso principal, comme on est très spectateur, et lui aussi en vrai il est spectateur de sa vie. C'est ça qui est très cool, c'est qu'il y a des mauvais événements, on va dire, qui sont pas tellement parce que c'est juste que ça perturbe la routine du personnage principal en fait. Donc ça montre une fragilité émotionnelle en mode il est pas forcément heureux dans son quotidien, mais en même temps il s'y conforte un peu quand tout reste comme la routine qu'il a déjà, quoi. Comme c'est le principe du film, il est un peu long par moment, bah forcément tu t'ennuies vite et tu ressens vite les longueurs. Contrairement, là je vais faire un parallèle avec un de mes films préférés de l'année, à La Fille du Combini, qui dure genre 1h10, 1h15 je crois. C'est vraiment un film pareil, presque contemplatif comme ça aussi, où vraiment tu suis l'histoire d'une fille qui taffe dans un combini justement, et qui est pas heureuse en gros. Tu ressens bien le spleen de l'histoire du film, et à un moment t'as vraiment une rencontre qui bouleverse un peu l'histoire du personnage, et c'est un peu pareil dans Perfect Days. Là où avec tout le monde, il est très fade un peu. Je crois qu'il parle quasiment jamais. Il est très sec avec tout le monde. Et il y a en fait que deux personnages qui arrivent à lui décrocher des mots, pardon. Et c'est beau parce que c'est deux personnages qui sont très intéressants et qu'on voit très peu. Donc en fait c'est un peu frustrant aussi. T'as des personnages qui sont très faciles à cerner même si tu les vois pas beaucoup. Genre son collègue, t'as sa sœur qu'on voit vraiment une scène, et t'as une meuf qui s'appelle Aya. Et en plus du coup le perso est trop cool, le perso est trop intriguant. En gros Aya c'est le date du collègue de lui là, mais du coup le collègue est un peu chiant. Donc Aya ne s'ouvre pas à lui, mais Aya s'ouvre à lui, comme il est intriguant, comme il est un peu comme elle quoi. Tu comprends beaucoup de choses des persos en très peu de scènes, et c'est le gros point fort du film je pense. J'ai écrit message évident mais efficace et pas nié, et en vrai de vrai il y a plusieurs messages. Faut pas mépriser les gens qui ont un métier qui paraît ingrat, parce que dans le film il y a plusieurs scènes où on voit des gens qui sont presque méprisants quoi. Et en vrai ouais, juste la beauté d'une simple routine. C'est ça dont ça parle aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde, dont moi, qui veut fuir la routine, qui trouve que c'est vraiment c'est un fléau quoi. Et que ce soit ce film-là ou Saul juste à côté du coup, en fait c'est des films qui glorifient pas la routine, mais qui disent en soi c'est pas si grave d'avoir une routine quoi. On peut s'y retrouver et trouver son bonheur dedans. Parce qu'en même temps dans le monde d'aujourd'hui, c'est dur de pas avoir de routine quoi. Dernier point, c'est que j'ai juste mis que j'avais pas trop accroché sur le moment. Mais du coup, à la suite du film, je lui ai quand même mis 3,5 parce que c'est un beau film et il parle de belles choses. Avec le recul, du coup, ce que je débite depuis 5-10 minutes, c'est vraiment ce qui m'a fait me conforter sur mon 3,5 où en fait le film a plein de messages cachés en disant quasiment rien, quoi. Donc voilà, dernier film. Et celui-là, pas des moindres, Hundreds of Beavers. Exceptionnel, sa grand-mère la pute ce film. Les insultes sont méritées carrément. C'était un putain de gros coup de cœur. C'est exactement comme Escape en fait, c'est un film choquant de créativité, de mise en scène, d'idées, de composition hallucinantes. Genre vraiment, il y a des compos, tu pourrais screen chaque moment du film. Ça pourrait faire une trop belle image, un trop beau fond d'écran, une cover d'album, n'importe quoi, je sais pas quoi. En gros, le principe du film, c'est ce petit personnage-là qui doit chasser des castors. En gros, il établit plein de pièges et tout. Et tu verras après, la DA du film est vraiment dingue. Ça me plaît beaucoup parce que je suis un très très gros hater de la chasse. Mais du coup, avec la DA qu'a pris le film, je peux rien dire parce qu'il y a rien à dire de ce côté-là, genre. T'as plein de détails qui sont parséminés dans le film. Parseminé, j'ai utilisé ce mot, waouh! Parsemé en plus, j'invente des mots, c'est une catastrophe, j'ai perdu toute mon aura. Qui sont expliqués à la fin, et tu te dis, bah putain, c'était pour ça en fait, c'est trop bien. T'as du coup des pièges qui sont super ingénieux, super diversifiés, c'est archi drôle. Y a juste un petit creux pendant le moment où il chasse, du coup, où tu vois plein de pièges à la suite. Je vais montrer les screens maintenant. Ça, c'est l'intro du film, ça. Et donc, c'est cette DA-là que prend le film, c'est un truc très enfantin, très collage. Pas stop motion, mais ça pourrait marcher presque. Et en fait, c'est super goofy comme film.
Par exemple, tu vois. C'est un film en noir et blanc aussi, du coup, je l'ai pas dit, mais ça se voit. Je me disais, bah, je vais peut-être moins kiffer, tu vois. Ce plan-là, il est trop dingue, je trouve. Juste pour montrer les castors qui grignotent des arbres, ils te mettent un plan comme ça où t'as plein d'arbres qui sont creusés et tout ça, c'est exceptionnel. Hein. Mais du coup, voilà, c'est lui le personnage principal du film. C'est lui le chasseur, en gros. Et en plus, il a, qui est quand même un très gros détail dans le film, les costumes de castors, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas des vrais castors, c'est pas des castors en CGI. C'est des costumes, des humains dans des costumes de castors. Ce plan-là est exceptionnel, on dirait la cover de Green Montana Sodad. Ça, c'est trop marrant. Ce passage-là du film, il est très très drôle aussi. Hein. En gros, il suit des traces pour trouver des lapins. Et en fait, sur les traces, bah, ça raconte toute l'histoire des lapins. Et t'as toute une histoire comme ça qui est racontée pendant 2-3 minutes. Et c'est trop marrant. Et là, bah là, il baisse, quoi. Tout est très cheap, mais t'as quand même des plans qui sont dingues, genre celui-là. T'as vraiment la lumière, tu vois, même dans le décor et tout, t'as l'impression que c'est archi travaillé, en fait. Ce plan-là, je l'aime trop aussi. Ça, c'est vraiment un des seuls plans, vraiment, où je me suis dit, ok, là, il y a un truc de dingue dans l'image, là. C'est vraiment le seul moment où je me suis dit, ben, c'est la tour de Babel, tu vois. C'est très marrant, ça. Ce plan-là, je l'aime trop, frère. Il est exceptionnel, je trouve. Genre juste, en fait, j'aime trop le costume des castors et le fait qu'il y en ait plein côte à côte comme ça me parle trop, c'est trop beau. Bref, je vais pas m'éterniser. Y a lui. La suite de ce que j'avais écrit, c'est évidemment grandes ambitions avec peu de budget. Ça donne beaucoup de cachet au film. Et y a des vrais environnements quand même si je suis pas trop fan de tous les environnements. Comme l'environnement principal, c'est vraiment juste la neige. Moi, je suis pas trop fan de ce truc-là. Mais en vrai, ça va. Comme le film, il est bien rythmé aussi. Donc tu t'ennuies pas, même si t'as accrochement au décor, En fait, y a rien qui peut te faire t'ennuyer dans ce film. C'est une vraie prouesse. J'ai mis 4,5. J'ai même pas dit un seul défaut, en fait. Y a rien qui m'empêche de le mettre à 5 étoiles, mais pareil, c'est juste ma fierté, j'ai pas envie de mettre trop de trucs à 5 étoiles. On a fini la team. Qu'est-ce qu'on a pour les tops et flops? Je commence les flops par le top 5, Lego, parce que j'ai pas passé un mauvais moment devant. Forcément, j'étais bien déçu après avoir vu le biopic de Pharrell. Peur en 4, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être bon pour l'époque, mais aujourd'hui, ça sonne très plat, très fade, très chiant. Top 3 des flops, Les Mondes de Ralph. En fait, j'ai pas détesté, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis vraiment fait chier. The Lobster en top 2, malheureusement, désolé mec. Flop 1, évidemment. J'ai passé un bon moment au cinéma, mais la retombée après le film, c'est terrible et je pouvais pas le mettre autre part qu'en flop 1, tellement En fait, maintenant, je le déteste ce film, hein, premier degré. J'aimais bien, hein. J'aimais bien avant que le film sorte. Et le top 5, du coup, on va aussi commencer de 5 à 1. Le Tombeau des Lucioles. Bravo, félicitations. Magnifique film, magnifique visuellement, vraie claque visuelle, très belle histoire. Je vais rien dire de plus. Escape en top 4, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les points positifs et le seul point négatif qui est que c'est trop, pour moi, en tout cas. Top 3, Le Roi Soleil. Tout ce que j'aime, simplement. Hundreds of Beavers, du coup, en top 2, parce que putain de vraie claque, vraie découverte incroyable. Et top 1, évidemment, je l'avais pas si bien noté au début, et au final je le porte vraiment dans mon cœur maintenant, je l'aime de tout mon cœur. Love Life que j'avais mis 3,5 et que j'ai monté à 4. Je le monte pas plus haut parce que le film est pas si dingue non plus, mais c'est un vrai affect personnel, genre j'aime beaucoup ce film. Et ben voilà, on a fini la team. Ah là là, let's go, c'était trop bien. Pour les prochaines fois, faut que je m'y prenne à l'avance parce que c'est cardio. Il faut que je dise au revoir pour le best-of. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé ce super best-of. Abonnez-vous. On est bientôt 200, je crois. On est genre 170. Merci beaucoup. Gigantesque merci à tout le monde d'être passé, d'avoir interagi et tout. Et puis bisous la team. Bisous.